Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Populaire et je suis avec l'excellent François Coq pour cette deuxième épisode de la deuxième saison de La Lumière au bout du tunnel. Et on va se demander, mais est-ce qu'on est toujours en démocratie? Parce qu'on est dans un pays où on n'a toujours pas de gouvernement. Ça fait maintenant un mois, non? Ça fait bientôt un mois et surtout, tout le monde s'en fiche parce que franchement, ça change pas grand-chose en réalité. C'est horrible ça, comment ça se fait? Horrible, je sais pas si c'est, horrible, ça relève surtout des problèmes de structure, voilà, des problèmes, institutionnels et des problèmes de structure démocratique. Je crois que c'est ça qu'il faut, analyser et pas rester sur l'écume des choses, sur les petites élections, les tripatouillages, les petites élections à l'Assemblée nationale, voilà. Bah, tout ça c'est de l'écume, il faut voir ce que ça dénote parce que ce que ça montre finalement, ça montre que la France rejoint le club des pays, dans lesquels la démocratie minoritaire s'est imposée et a été acceptée, surtout par la classe, politique et surtout il faut voir quelles sont les conséquences de ça pour pouvoir en sortir. Il y en a qui se réjouissent qu'il n'y ait pas de gouvernement et que les choses, bon, fonctionnent comme elles fonctionnaient avant, en citant le cas de la Belgique, où pendant 18 mois il n'y a pas eu de gouvernement, et puis finalement les choses fonctionnaient pas plus mal, peut-être même mieux qu'avec un gouvernement. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de s'en réjouir, parce que ça montre plutôt que en fait, la souveraineté a été transférée ailleurs, que éventuellement ce sont les hauts fonctionnaires qui gouvernent, et puis surtout Bruxelles et Washington. L'un, les questions économiques et commerciales, l'autre, géopolitique, et que finalement notre classe politique, elle sert qu'à faire du, du bruit et du théâtre. Oui, mais alors moi qui ai étudié ça d'assez près, ce phénomène de démocratie minoritaire, j'ai regardé comment ça s'est passé dans les différents pays de l'Union européenne, et tu as raison de le dire, c'est déjà arrivé ailleurs, c'est déjà arrivé pendant 18 mois en Belgique, mais c'est arrivé en Allemagne par exemple, où il y a eu des élections en septembre, avec un gouvernement qui a été nommé en février. Ça a été le cas le coup suivant encore en Allemagne, avec 4 mois de battement, ça a été le Aux cas avec Pays-Bas. 4 mois de battement en Autriche, ça a été le cas avec 6 mois de battement en Suède. On peut faire la liste. Et les Moi, Pays-Bas, 7 ou 8 mois ouais, avant le voilà. gouvernement. Donc, Ouais. moi, je l'ai faite, la liste. Mais ce que ça montre, surtout, c'est effectivement ce que tu dis, c'est que tout ça laisse la main, finalement, à la technostructure. Mais derrière, on a un peu de recul. Les événements qu'on évoque ont, pour la plupart d'entre eux, eu lieu à partir de 2018, 2019, 2020. Autrement dit, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ces délais, ces battements qui se sont mis en place, qui se sont allongés dans ces différents pays. Mais les pays qui ont été confrontés à ce moment-là à la démocratie minoritaire sont toujours dans une situation de démocratie minoritaire aujourd'hui. Ça veut dire que pour nous autres Français, avec ce regard qu'on a, nous autres qui sommes rentrés dans la démocratie minoritaire, avec un peu de retard par rapport aux autres pays. La plupart, ils sont rentrés entre 2016 et 2018. Et ben nous, on y est rentrés en France. En grande partie, on a mis un premier pied en 2022, et puis on a mis les deux pieds et on a sauté à la corde depuis 2024. Donc on est rentré après les autres, donc on peut se nourrir de l'expérience de ce qui s'est passé dans les autres pays. Ben, les autres pays qui ont été confrontés à ça n'en sont pas sortis, alors qu'on en est à 5, 6, 7 ans de démocratie minoritaire. Donc nous, c'est ça qui nous attend? Ou est-ce qu'on essaie de trouver un biais et un chemin? C'est ça, je crois qu'il faut regarder. En attendant, Emmanuel Macron continue à gouverner comme s'il était tout seul, en fait. En tout cas, à agir, à prendre des décisions, sans aucun passage devant le Parlement. Les corps intermédiaires ne font rien, ne disent rien. Il y a un peu d'agitation à l'Assemblée nationale, mais c'est de l'agitation, et encore, ça ne se réunit pas. Il y a eu un vote, tu l'as dit, sur la composition du bureau. On en reparlera, mais c'est pas très très intéressant. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron a nommé Monsieur Lecornu, qui est ses plus fidèles, Séide, qui est avec lui depuis 2017, ministre depuis 2017, donc c'est un macroniste pur sucre, qui amuse la galerie. Normalement, dans un pays où les choses fonctionneraient, il y aurait une demande, faites un gouvernement. On a un budget à faire, le budget est toujours pas fait. On voit les administrateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat se disent, bon, en fait, il va rien se passer avant janvier. C'est un peu incroyable. En fait, il y a 3 aspects, je crois. Il y a le premier aspect, celui qu'on a commencé à évoquer, c'est-à-dire que les délais s'allongent de plus en plus. Il y a le deuxième aspect, c'est pourquoi les laisse-t-on s'allonger comme ça? Et il y a le troisième aspect, c'est quelle est la stratégie du pouvoir pour essayer d'étirer ainsi le temps. Reprenons dans l'ordre, si tu veux bien. D'abord, les délais s'allongent. On se souvient que, alors depuis 2024, c'est criant, mais on se souvient qu'il avait fallu 2 mois pour nommer Barnier, à l'été 2024, Macron avait laissé passer les Jeux Olympiques, tatati tatata, il avait été nommé début septembre. Mais une fois qu'il avait été nommé, il avait été nommé de mémoire le 5 septembre 2024, il avait mis 16 jours
pour former son gouvernement. Le coup d'après, une fois que Barnier est tombé le 4 décembre, toujours 2024, 9 jours après, il y a eu la nomination de Bayrou, qui lui-même a mis 10 jours à former son gouvernement. On peut additionner les deux si tu veux, 9 plus 10, 19 jours. Les 19 jours pour un nouveau gouvernement ont été battus par Le Cornu, puisque Le Cornu a été nommé, on s'en rappelle tous, dans la précipitation pour échapper à la vacance du pouvoir à la veille de la mobilisation Bloc-Ontout du 10 septembre, donc il a été nommé le 9 septembre, et nous en sommes au moment où nous parlons, là, début octobre, donc à plus de 3 semaines désormais sans gouvernement. Autrement dit, tous les records ont été battus, mais pas juste tous les records de la période depuis 2024, tous les records de la 5e République. Donc tout ça va dans le sens de ce que tu décrivais il y a un instant, à savoir que les délais s'allongent, et chez nous, comme dans les autres pays de l'Union européenne. Mais les délais s'allongent aussi parce que les forces qui sont face au pouvoir, aujourd'hui, les laissent s'allonger très tranquillement. Et quand je dis les forces qui sont censées se dresser face au pouvoir, je pense à deux forces en particulier. D'un côté, les corps intermédiaires, en particulier les syndicats, et de l'autre, les partis politiques. Je commence par les syndicats parce que si je dis que Le Cornu a été nommé le 9, on le sait tous, c'est parce qu'il y avait le mouvement Bloc-Ontout le 10. Sauf que le mouvement Bloc-Ontout, on a vu quelles avaient été ses faiblesses, on a vu en quoi le fait que l'intersyndicale ait posé une mobilisation le 18 septembre a fragilisé la capacité d'action du 10 et surtout a fragilisé son élargissement et a permis sa récupération par des forces syndicales et politiques. Mais ce que je suis en train de décrire, c'est que Le Cornu est nommé le 9. Le 10, il y a une mobilisation. Ah, mais cette mobilisation n'a pas de suite immédiate, puisqu'une journée a été positionnée le 18 septembre, 8 jours plus tard. Donc le mec, il arrive, il prend la grêle immédiatement avec une mobilisation populaire, mais hop, on lui laisse une semaine de répit, 8 jours de répit, avant une nouvelle mobilisation. Au sortir de cette mobilisation du 18 septembre, les syndicats acceptent d'aller voir Le Cornu à Matignon le 24 septembre. Donc encore une semaine de gagner par Le Cornu, c'est lui qui dicte le calendrier. Et en sortant de la réunion, les syndicats, l'intersyndicale, pas les syndicats parce que sur le terrain ils ont une autre attitude, mais l'intersyndicale se réunit et elle dit « Ah ben on va mettre une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre. Allez, une semaine de plus à nouveau. » Tout en précisant, avant même la journée de mobilisation, qu'elles iront revoir quelques jours après Le Cornu à Matignon, qui aura encore potentiellement gagné, allez, encore une semaine. Tout ça nous amène à un délai, vous le voyez, d'1 mois. Le Cornu vient de gagner 1 mois vis-à-vis des syndicats qui ont été incapables d'embrayer en termes de mobilisation. Du côté des partis politiques, c'est pareil. On a vu que le grand débat qui a eu lieu dans les jours qui ont suivi la nomination de Le Cornu, et est-ce qu'il faut lui accorder ou non un blanc-seing, un battement de quelques jours pour qu'il puisse faire ses preuves. C'est l'idée de la censure a priori ou non qui a agité les uns et les autres, qu'elle soit dans l'hémicycle, ce qui pouvait pas être le cas puisque la rentrée parlementaire n'a eu lieu que le 1er octobre, et encore en séance, ça uniquement pour désigner les présidents des commissions, les vice-présidents, tous ces trucs-là qui sont si importants qu'aujourd'hui on en fait l'actualité politique parce qu'il ne se passe rien d'autre dans la vie politique française. Mais la vraie rentrée parlementaire aura lieu lundi prochain. Donc les différents partis ont discuté de la censure a priori ou non du gouvernement dans un premier temps, mais finalement, ça n'a pas permis de mettre la pression sur Le Cornu et parallèlement sur Macron. Donc Le Cornu, qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il a rien fait. En fait, il a disparu des radars, il l'a pas vu. Moi, j'ai croisé des gens cette semaine qui m'ont dit ah oui, mais le Cornu, de toute façon, on connaît pas sa voix. Voilà, les gens, ils connaissent pas son visage, ils connaissent pas sa voix. C'était le cas, c'était nouveau, hein. C'était le cas avec des ministres depuis maintenant 2022. La plupart des Français connaissaient pas leurs ministres, voilà, parce que c'était des ministres fantômes, des ministres potiches. Ben maintenant, ça devient le cas avec les premiers ministres. Il faut imaginer quand même ce que ça représente dans notre pays. Et donc, les oppositions n'ont pas joué leur rôle pour accélérer le temps politique. Et on verra ce qu'il en est au moment de la rentrée parlementaire effective. J'ai bien noté que la France insoumise a déposé une motion de censure immédiate. On verra qui la signe ou pas. Le PS joue toujours à « retenez-moi ou je fais un malheur ».
Quant au Rassemblement national, eux, ils ont dit « nous verrons d'ici quelques jours ou quelques semaines pour ce qui est de la censure du gouvernement ». Donc on comprend à demi-mot qu'elle ne va pas se faire a priori. On comprend aussi à demi-mot que tous ces gens-là ne vont pas se battre pour exiger une déclaration de politique générale avec vote de la part du Premier ministre. Autrement dit, on est en train de s'habituer à la nouvelle règle édictée par Barnier, édictée par Bayrou, qui deviennent Premier ministre, qui viennent à l'Assemblée, qui font un discours de politique générale et qui ne se soumettent pas au vote parce qu'ils disent « oh, bah, c'est la démocratie minoritaire, et puis de toute façon, on gagnerait pas notre vote ». Sauf qu'il y a un nouvel élément dans la balance quand même, c'est que Bayrou a voulu tenter un coup politique. Il a voulu, lui, faire un discours de politique générale, l'équivalent, pour se soumettre à l'approbation du Parlement ou pas. Et il l'a perdu. Et donc, il faudrait bien vérifier avec le nouveau Premier ministre ce qu'il en est. Ça serait la moindre des choses, la moindre des cohérences aujourd'hui dans cette bascule d'un Premier ministre à un autre. Et j'entends bien peu de voix dans le champ politique et médiatique pour aujourd'hui venir exiger ça, que le Premier ministre fasse un discours de politique générale et qu'il engage la confiance de son gouvernement sur son discours de politique générale, ce qui est la moindre des choses normalement au regard de nos institutions, quand bien même on peut ne pas le faire. Mais ce n'est pas la bonne pratique, ce n'est pas la pratique normale des institutions. Donc voilà, moi je crois sur ces deux premiers aspects. Un, le Cornu allonge les délais, et deux, cet allongement des délais est permis par la faiblesse des oppositions. Et troisième point... Avant le troisième point, en parlant des institutions, le 1er octobre, il y a eu le vote au bureau de l'Assemblée nationale. Ouais. Et comme tu dis, il se passe tellement rien qu'on a mis le focus dessus alors que c'est un peu secondaire. Et moi je me souviens, le bureau de l'Assemblée nationale qui se renouvelle tous les ans, je me souviens l'année dernière, c'était présenté par la France Insoumise et une partie du PS comme une énorme victoire sur la Macronie, sur le Rassemblement national, parce qu'il n'y avait pas de membres du Rassemblement national, qu'ils avaient bloqué et qu'ils avaient la majorité. Ils avaient la majorité parce que les macronistes s'étaient pas réveillés ou je sais pas, ils faisaient autre chose. Bon, mais là, terrible pour certains, le Rassemblement national a deux membres, 2 députés au bureau, ils ont 2 vice-présidents. Bon, soyez en passant, l'extrême centre qui gouverne avec 16-17% du corps électoral a le génie de faire un barrage républicain pour survivre à l'Assemblée nationale et politiquement avec la gauche, pour qu'il n'y ait pas de victoire du RN, mais en même temps, une fois que le RN est élu, passe des accords avec eux pour... là, il n'y a plus de barrage républicain, donc je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas... Tu mets le doigt là quand même sur quelqu'un, hein. Il faudra s'y arrêter. Est-ce qu'on gouverne et est-ce qu'on régit notre démocratie avec des principes, ou est-ce qu'on s'habitue à la tambouille permanente? C'est-à-dire que... Le citoyen, il voit de la tambouille, là, c'est juste ridicule. Sans prendre parti pour quelque option que ce soit. Oui. Mais quand les gens se font élire en 2024 sur la base du Front républicain, et quand, un an après, ils disent « Ah ben non, plus de Front républicain », et qui changent de position comme ça, d'élection en élection depuis 2022 en réalité, ou quand ils changent la nature du Front républicain, quand ils disent que le Front républicain c'est contre le Rassemblement national, ou le coup d'après le Front républicain en réalité c'est contre LFI, parce que c'est ça qui est en train de se construire, tout ça à un moment donné est une décrédibilisation totale de la vie politique. C'est-à-dire que on nous dit il n'y a plus de principes qui régissent la vie politique. Plus de principes moraux, plus de principes de vie humaine, de société, de structuration de l'espace public. C'est ça qui est en train d'apparaître. Et est-ce que cette élection au bureau de l'Assemblée nationale n'est pas un bruit faible d'une marche vers une alliance des droites que veut Bardella, puisque le Rassemblement national, il y a des forces contradictoires, on en parlera, mais Jordan Bardella, lui, veut un rassemblement des droites avec une partie des LR, avec les LR, et pourquoi pas une partie des macronistes. Or, on voit que ce vote s'est fait avec au moins un peu de coordination entre l'extrême centre macroniste et le Rassemblement national. Est-ce que ça préfigure pas ça? Et justement, comme tu le dis, maintenant, le Front républicain, c'est contre la France insoumise. Ça préfigure ça. En tout cas, cette tentation qui existe chez Bardella, chez d'autres, hein, chez Marion Maréchal Le Pen, qui le porte avec force et qui a été appuyé par Giorgia Meloni il y a quelques jours en ce sens, hein, qui a envoyé une vidéo pour inviter
en France a décliné le modèle italien. On voit bien que c'est un enjeu important de la période. Est-ce que ça se joue sur ces votes à l'Assemblée nationale? Moi, je crois qu'on a des apprentis sorciers qui sont ceux de l'extrême centre, toujours, qui sont plus en train de jouer à la répartition des postes en se disant « il faut qu'on gagne du temps, et pour gagner du temps, il faut qu'on serve tout le monde, conserve des plats à tout le monde, conserve des vice-présidences à tout le monde, pour être clair, et des postes de secrétariat à tout le monde, plus encore que les grandes manœuvres. Les grandes manœuvres, je pense qu'on aura besoin d'y revenir et de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe actuellement au Front National. Mais moi, je pense que là, le gouvernement, le bloc central, sont en train d'être dans une simple stratégie de gagner du temps. Et en réalité, c'était mon troisième point tout à l'heure. Il faut se poser la question, quelle est la stratégie de Le Cornu? Et comme toujours, moi, en politique, les personnes avec qui j'ai travaillé m'ont toujours appris à travailler avec un rétro-planning, en réalité. C'est comme ça qu'on est censé faire. Mais que fait Macron? Que se dit Macron? Il se dit, je dois tenir jusqu'en avril 2027. Et pour tenir jusqu'en avril 2027, en réalité, je n'ai besoin de tenir que jusqu'en mars 2026. Parce qu'une fois que les élections municipales 2026 seront passées, on va basculer de plein pied, partout, dans toutes les formations, dans l'élection présidentielle. Le pays sera à l'arrêt, il ne se passera rien, le pays ne sera pas gouverné. Mais enfin, ça, c'est le cadet des soucis d'Emmanuel Macron, on est bien d'accord. Hein. Oui. Donc, ça veut dire que la butée pour Macron est une butée à mars 2026, dans 6 mois. Mais encore mieux, elle n'est même pas en mars 2026, parce que Macron sait très bien que les élections municipales, on peut raisonnablement penser qu'elles ne vont pas changer la vie des Français, mais par contre, dans les partis politiques, dans la vie politique française, elles vont occuper les esprits. À partir de début janvier 2026, les partis politiques ne vont faire que ça. Et les partis politiques vont être soumis tous à la loi et au règne de leur baronnie locale, qui vont leur dire que pour telle ou telle raison, il ne faut pas en faire des caisses sur tel ou tel sujet, parce qu'il y a des petits accords locaux à construire. Ah ouais, mais là on est déjà à janvier 2026, tu peux encore enlever 15 jours de moins, hein, parce que la vie politique française, d'une manière générale, 20 décembre, 15 décembre, ça s'arrête. Les gens, ils passent à autre chose, il faut aller faire les courses de Noël pour les enfants, etc. On va pas les blâmer de ça, mais la vie politique française, elle s'arrête au 15 décembre, quasiment. Donc, ça veut dire, si je reprends le calendrier depuis le début, que le Cornu qui a été nommé le 9 septembre, en fait, quel est son objectif? Quelle est la feuille de route qui lui a été fixée par Macron? 3 mois. Tenir 3 mois. Et pourquoi je viens de dénoncer au début de notre entretien les 4 semaines, voire 5 semaines qui ont déjà été gagnées quasiment par ce gouvernement, par la faiblesse des syndicats et des oppositions politiques? Parce que sur les 3 mois, ça fait déjà plus d'1 mois qui s'est envolé. Donc la butée, elle se rapproche. Et il ne faut pas prendre non plus ces gens pour des imbéciles. Ils construisent le fait de gagner du temps. Aujourd'hui, il y a une mobilisation, on est le 2 octobre, il y a une mobilisation syndicale. Mais au moment où il y a cette mobilisation syndicale, il y a la transmission à la haute autorité des finances publiques du budget prévisionnel pour l'année prochaine, pour 2026. Budget prévisionnel qui devrait être examiné à la mi-octobre et présenté à la mi-octobre en Conseil des ministres, pour une présentation au Parlement fin octobre. Bon, on a quasiment encore gagné, le Cornu a quasiment encore gagné 1 mois là-dessus. Et enfin, pour mettre tout le monde d'accord, il a dégainé une idée qui est censée lier les mains des uns et des autres. J'ai parlé des baronnies il y a un instant. Il a dit, ah mais attendez, il y a un sujet sur lequel on va travailler dans les semaines et mois qui viennent. C'est le grand projet de décentralisation. Un de plus. Et quelle est sa méthode? Il s'est précipité pour envoyer un courrier aux présidents de région, présidents de département. Il leur a demandé une réponse pour le 31 octobre. Après cette réponse au 31 octobre, il est censé compiler les différentes réponses et présenter un projet de loi début janvier pour une adoption avant les municipales. Autrement dit, il gèle les choses. Je dis que quand on gèle les baronnies locales dans ce pays, les baronnies politiques locales, on gèle la vie des partis politiques. C'est ça le calcul de Le Cornu, et c'est comme ça qu'il espère tenir les 3 mois, parce qu'en réalité, après, c'est terminé. D'une certaine manière, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est quasiment à 3 mois de la fin du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron d'un point de vue politique. Avec un dernier mot, si tu permets là-dessus, mais qui ouvre une autre discussion, c'est que
ok, je suis en train de dire Macron gèle le quinquennat et empêche qu'il se passe quoi que ce soit d'un point de vue politique. Mais lui, il continue à avoir les mains libres, hein, par contre. Hein. Il J'allais y continue à venir. agir. J'allais y venir. Pendant ce temps, Macron continue à agir. Mhm. Et je suis très surpris par le peu de réaction par rapport à ce que fait Emmanuel Macron. Donc moi, me choque. La première chose, c'est ce qui s'est passé à New York. Alors, pas sa présentation, pas son discours, qui était beaucoup trop travaillé, et sans réelle menace envers Israël, mais bon, il a reconnu l'État d'Israël, l'État de Palestine. Par contre, le lendemain, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, il reçoit le prix du citoyen global de l'Atlantic Council, qui doit être le think tank le plus pénétrant en Europe et qui façonne les dirigeants politiques. Mais il était bien accompagné pour Il recevoir le ce prix, non? reçoit avec Milei, C'est ça. un bon soldat. Alors Milei, dont l'économie argentine est en ruine, en fait, et que les États-Unis sont en train de sauver à grands coups de milliards, parce qu'en fait, ça ne marchait pas du tout. Il a bradé l'État, donc ça a rapporté un peu d'argent, mais en fait, la situation est catastrophique, visiblement. Et aussi, il le reçoit, surtout, moi, ce qui m'a choqué, il reçoit le prix par son mentor de la soirée, qui n'est autre que Larry Fink, le patron de BlackRock. Je crois que c'est le 2e ou 3e reçu en 2017 à l'Élysée, qui ne cesse de donner des satisfecit à Emmanuel Macron. C'est bien la réforme des retraites, mais je vous fais un petit mémo pour vous dire comment il faut aller plus loin. Il faudrait réformer la sécurité sociale, et il lorgne dessus de manière assez importante. Je fais le parallèle quand même, parce qu'on ne peut pas le faire. Merz, chancelier allemand, était juste avant représentant de BlackRock quand même en Allemagne. Et ça, même la France insoumise ne fait pas tout un foin là-dessus. Non, il parle de la Somoud Flotilla, c'est très important, hein, je veux bien, mais qu'elle ait été arrêtée par Israël, mais c'est ce qui devait arriver de toute façon. Mais ça, c'est un sujet quand même colossal. Le président de la République reçoit un satisfecit d'une puissance étrangère en disant « c'est bon, tiens, t'es un bon soldat de l'atlantisme, et au fait, c'est Larry Fink, la multinationale, le patron du plus grand fonds de pension, enfin non, peut-être pas, parce qu'il y a Vanguard, mais bon, tout ça est très mixé, qui te le donne. Ça devrait être un scandale. » Ça devrait être un scandale, mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il a paradé aux Nations Unies, il a reçu ce prix, il est actuellement au sommet au Conseil européen à Copenhague. Tu vois, j'ai failli faire un lapsus, j'ai failli dire il est au sommet de l'OTAN à Copenhague. Parce au Conseil européen de Copenhague, il y a Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui est invité, une fois encore, et désormais, à chaque Conseil européen, il y a l'OTAN qui est invité en tant que tel, et les sommets de l'OTAN se déroulent désormais avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui est en train de s'accaparer, parce que c'est quand même ça qui est en train de se passer, et c'est l'une des questions qui est à l'ordre du jour quand même du sommet européen de Copenhague, qui est en train de s'accaparer les questions de défense de l'Union européenne. Donc, on rappelle pour tout le monde, le Conseil européen, c'est l'instance exécutive, c'est là qu'est le pouvoir normalement dans l'Union européenne. C'est là où sont réunis les chefs d'État et les premiers ministres. La Commission européenne étant normalement une fonction de gestion, et la présidente ou le président de la Commission européenne étant quelqu'un qui gère les fonctionnaires. C'est pas réellement l'exécutif. Mais on voit bien qu'ils veulent transvaser tout ça, et comme tu dis, amener Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, change considérablement la perception qu'on a de ce Conseil européen. D'autant que ce Conseil européen devait être un moment quand même où certains pays voulaient demander des comptes à Ursula von der Leyen. Je pense notamment aux Allemands, qui ont été très choqués. Tu l'avais déjà noté dans plusieurs de tes émissions, après les propos d'Ursula von der Leyen à la fin du mois d'août, quand elle disait qu'elle envisageait d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Et que, côté allemand, on lui a dit restez dans vos prérogatives, celle-ci n'en fait pas partie. Et donc, ces questions devaient être mises sur la place à ce Conseil européen, parce qu'Ursula von der Leyen, elle a continué à avancer pendant ce temps. Elle a continué à avancer avec son plan Rearm Europe, là, plus de 800 milliards d'euros, et en réalité, elle détient les cordons de la bourse là-dessus. Et dans ce Rearm Europe, il y avait le plan SAFE, le plan Security for Europe, qu'elle a développé, de 150 milliards d'euros, qui sont des prêts accordés aux différents pays pour acheter du matériel militaire, mais
pas pour acheter du matériel militaire en le commandant à leurs industries nationales. Non, pour acheter du matériel militaire de manière conjointe avec d'autres pays. Ce sont des achats combinés. Autrement dit, ça permet à l'Union européenne d'être réellement une tutelle, à la fois parce que c'est des achats conjoints, et à la fois parce que c'est le prêteur de fonds derrière, en ayant fléché d'ailleurs ces achats, en ayant dit que seraient privilégiés les pays qui achètent du matériel européen pour l'Ukraine. Voilà, une forme de préférence nationale accordée à l'Ukraine qui est refusée dans les achats publics à tous les autres pays, pour tous les marchés publics, pour l'instant dans l'Union européenne. Donc il voit bien que von der Leyen est en train de s'accaparer le sujet de la défense. Certains voulaient lui demander des comptes. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est mis dans la poche Mark Rutte, qui est venu avec elle à ce Conseil européen. Et au moment où elle fait ça, puisque le début de notre discussion est Macron a les mains libres et en profite, on a eu le 1er octobre, une déclaration du chef de l'État français, le président Macron, dans un journal allemand, le Frankfurter Zeitung, c'est pas ma langue, l'allemand, excusez-moi. Frankfurter Allgemeine Zeitung, voilà. qui est le journal de la BCE. Hein. C'est vraiment le journal... Voilà. Macron sait à qui il parle quand il s'adresse aux lecteurs de ce journal, mais pour dire quoi ? Pour dire des choses qu'il ne dit pas aux Français, alors même qu'elles parlent et qu'elles vont décider de ce qu'est leur indépendance nationale. Il dit qu'il va faire un discours important sur la dissuasion nucléaire début 2026, mais enfin, il n'attend pas de faire son discours. Il nous donne déjà finalement ce qui va en être. C'est un changement de doctrine nucléaire, on n'est quand même pas dans le rien. Et bon, la doctrine nucléaire évolue régulièrement, c'est normal. Mais là, il l'a fait évoluer en fonction d'un agenda politique et un agenda européen. Il l'annonce en Allemagne, aux Français. Il n'y a pas eu de discussion visiblement à l'Assemblée nationale. On entend dans les bruissements que ça pourrait être couvrir avec le parapluie nucléaire français l'ensemble de l'Europe, qui sort totalement de la doctrine actuelle qui défend l'intégrité territoriale française en métropole et ailleurs, mais aussi les intérêts de la France. Là, on bascule dans un autre monde. Oui, c'est pour ça que je voulais te donner les termes exacts de l'interview de Macron. Il parle d'un discours début 2026. Il dit que c'est pour une actualisation de la doctrine nucléaire française. Et il dit, et donc c'est là qu'on comprend quelle est cette actualisation et dans quel sens elle va, c'est ce que tu décris, il dit, et ce sont ces termes, pour poursuivre l'approfondissement de notre dialogue stratégique avec les Européens qui le souhaitent. Voilà, autrement dit, bon, on a bien compris en réalité qu'est-ce que c'est le partage de la dissuasion nucléaire, et notamment avec l'Allemagne qui est en jeu. Et donc, il faut noter qu'il a fait cette déclaration dans un journal allemand, mais il faut aussi noter le calendrier. Il le fait au moment de ce Conseil européen de Copenhague, qui est aussi un espèce de mini-sommet de l'OTAN, ou en tout cas de la partie de l'OTAN à qui les Américains ont confié le soin de gérer la question ukrainienne, puisque c'est comme ça que ça est en train de se passer. Et on peut être d'autant plus inquiet que je crois que c'est le patron de la CDU, dont le nom m'échappe, a dit qu'il faudrait que la dissuasion nucléaire soit européenne, sous contrôle allemand. Enfin, carrément. Alors, on est en sortie de route totale. Mais c'est intéressant parce que dans la construction de l'avion européen, le SCAF, les Allemands ont systématiquement demandé à avoir les secrets industriels de Dassault, on se demande bien pourquoi, pour construire ce SCAF. Emmanuel Macron était d'accord. Alors que c'est un des grands avantages qu'a la France, c'est d'être capable de fabriquer un avion de multitâches de combat qui est un des meilleurs au monde. C'est l'entreprise Dassault et ses dirigeants qui s'y sont opposés par 3 ou 4 fois. Une fois même vertement, le PDG de Dassault était sorti en disant « non, nous on défend la souveraineté de notre pays, on va pas donner les résultats de dizaines d'années de travail aux Allemands ». Or là, alors que Macron voulait. Et là, on a un peu le même mécanisme. Il semblerait que Macron veuille vraiment faire ça. Et si tu te souviens, on avait chacun de notre côté critiqué à l'époque le traité d'Aix-la-Chapelle, où tout est écrit entre les lignes. Tant le transfert du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Europe, l'Europe étant plutôt l'Allemagne, que la réflexion sur le transfert de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que là, on a un abandon de souveraineté qui est extrême, et ça ne provoque
aucune réaction forte et violente politiquement. Ça devrait être le cas. Et pas, encore une fois, la Soumoud Flotilla, qu'elle soit arrêtée au large d'Israël et de Gaza, c'est pas bien, c'est très ennuyeux. Ou que le bureau ait une élection de l'Assemblée nationale qui ne soit pas comme aimeraient les gens qui, soi-disant, faisaient du blocage, un front républicain. Et là, c'est colossal. Oui, parce qu'on a Macron, c'est ce qu'on est en train de dire, qui est en train, lui, en fait, il y a un problème, c'est que les Français n'ont plus de temps politique utile. Ils voudraient retrouver du temps politique utile, sauf que le temps politique français est gelé. Mais si le temps politique français est gelé, ça donne du temps politique utile à Macron. C'est ça l'idée. Et il agit quoi sur la scène internationale? Il essaie de faire d'une certaine manière du Chirac inversé. Chirac, il était pieds et poings liés lors de son deuxième quinquennat par la cohabitation avec Jospin. Il s'est recentré sur la scène internationale. Et en se recentrant lors de son deuxième quinquennat, il s'est recentré après Jospin et il s'est recentré sur la scène internationale. Et ce qui est resté de son bilan, c'est pas son bilan intérieur, c'est son bilan extérieur et de Villepin aux Nations Unies, blablabla, blablabla. Macron se dit, moi qui suis pieds et poings liés sur la scène française, je vais faire pareil. Sauf que au lieu d'être dans une réaffirmation de la France, il pense que l'image qu'il doit laisser, c'est celle qui, finalement, met la France à disposition des intérêts d'une entité supérieure à laquelle lui croit, qui est l'Union européenne, voilà, qui constitue, en fait, de facto, en essayant de lui conférer à chaque fois les artefacts d'existence qui sont premiers en politique. La constitution d'un peuple, c'est son idée de souveraineté européenne. Ah oui, un peuple européen n'existe pas, on va le créer ex nihilo. Ben là, il essaie de faire pareil. Il n'y a pas de défense européenne, il n'y a pas de dissuasion nucléaire européenne. Ben voilà, il essaie de transférer tout ce qui est déjà existant dans les cadres nationaux, et d'abord, pour donner l'exemple, pour être toujours le meilleur élève, dans le cadre national français, au niveau européen. C'est une vision extrêmement idéologique des choses, et il se dit, ben voilà, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, et finalement, c'est peut-être quelque chose de grand qui restera, si j'ai ce legs à l'histoire, qui est d'être celui qui, finalement, a fait de la France une petite région de cette grande Union européenne. Macron, Jean Monnet 2.0 ? Oui, ça y ressemble quand même. Ça y ressemble. Alors, Jean Monnet, on sait que les choses étaient théorisées, on sait que les choses étaient accompagnées. Tout le monde a compris les intérêts que sert Emmanuel Macron, mais j'ai la faiblesse de penser que des fois, c'est beaucoup moins théorisé que ce qui était fait à l'époque. Voilà. Macron, alors, c'est peut-être sa seule boussole, effectivement, la question de l'Union européenne et de la souveraineté européenne. Hein. C'est la seule chose qu'il avait un peu théorisée au début de son premier On peut lui quinquennat. concéder une constance là-dedans. Il y a une constance là-dedans, et dès qu'il est un peu perdu, finalement, c'est à ça qu'il revient, parce que c'est sa seule corde de rappel, en réalité. Mais ça va être long, quand même, une fin de quinquennat, si Macron agit de la sorte. Parce que moi, j'ai beau jeu de dire que le quinquennat, il s'arrête le 15 décembre prochain, mais celui de Macron, il s'arrête dans 18 mois. Et en 18 mois, en étant sur le rythme de croisière qu'il est en train de prendre, et en ayant finalement plus rien qui peut le tenir, il peut aller loin, il peut aller très loin, et il peut faire des dégâts terribles sur ce qu'est la représentation de notre pays. D'autant plus que s'il n'a pas tellement de soutien en France, comme on l'a dit, ça ne bouge pas beaucoup, bon, ça passe, donc je continue, il a un soutien considérable dans le reste auprès des dirigeants européens. En tout cas, les Starmer, les von der Leyen, les Merz, qui le soutiennent dans cette idée, dans ces idées et de construction de souveraineté européenne, et d'engager la France dans des aventures qui, je parle par exemple de l'Ukraine, sont particulièrement dangereuses et hors des intérêts de la nation. Oui, mais parce que tous ces gens-là sont embarqués dans la même histoire. Tous ces gens-là sont embarqués dans la même crise dans leur pays. Il ne faut pas croire que les discours sont différents ailleurs. Alors bien sûr, nous autres Français, avec notre tropisme, on regarde les infos par le petit bout de la lorgnette. Mais quelles sont les informations en Allemagne? C'est l'effondrement économique du pays. C'est ça qui est aujourd'hui en jeu. Et qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Ils ont l'AfD, qui est annoncé à 26% dans les sondages, dépassant l'union CDU-CSU.
Et je te parle même pas du SPD qui est aujourd'hui à 15% ou en dessous de 15% annoncé s'il devait y avoir de nouvelles élections. Le SPD, le SPD allemand, cette espèce d'énorme machine qui captait quasiment la moitié des voix en Allemagne pendant un demi-siècle. Mais je te parle de l'Allemagne, mais qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni? Sinon, une crise économique dont il se passe les plats dans les journaux, une crise d'identité culturelle et une extrême droite, ou en tout cas un mouvement Reform UK qui est à 29% dans les sondages, plus des mobilisations populaires de l'extrême droite dans ce pays. Donc finalement, c'est les mêmes choses. Ils sont confrontés aux mêmes maux, et comme ils sont dans les mêmes phases d'effondrement les uns et les autres, ils sont dans une même fuite en avant. C'est pour ça qu'ils sont finalement aussi solidaires les uns des autres. Mais ils peuvent être solidaires, c'est pas parce qu'ils sont solidaires et qu'il n'y a pas un leadership quand même là-dedans, qu'il n'y a pas une force motrice, et qu'on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train d'arriver et qui préparent à se retourner et qui vont le faire contre les autres une fois encore, parce qu'ils vont vouloir préserver, et ça je peux pas leur en vouloir, d'abord leurs intérêts nationaux, ce sont les Allemands. C'est sûr. Néanmoins, je voulais souligner le fait que, alors que justement, comme tu dis très bien, ils sont tous en grande difficulté économique et sociale, et même morale dans un certain nombre de pays européens, ils arrivent ensemble à se soutenir de telle manière et à utiliser, dès qu'il y a une critique, le rayon paralysant de vous êtes pro-russe, que quasiment pour tout et n'importe quoi maintenant, ou voire antisémite, bon, en passant, et arrivent à, alors qu'ils sont tous minoritaires, comme ils ont une capacité à mobiliser les médias et les caméras, à exister beaucoup dans l'espace public, alors que la situation prise pour chacun d'entre eux est catastrophique, effectivement. Bah, ils mettent des pièces dans la machine, c'est-à-dire que oui, la question russe leur permet toujours de détourner l'attention. Alors, ils font quand même de plus en plus attention, parce qu'ils mettent des pièces dans la machine, mais ils ont peur d'être pris la main dans le pot de confiture. Donc, ils savent que... souvenez-vous, il y a 3 ans, ils ont quand même été... de manière un peu véhémente, au moment où le gazoduc Nord Stream a explosé. Tout de suite, on a eu droit, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Personne ne voyait bien quel était l'intérêt des Russes à faire exploser Nord Stream. Mais c'est la partition qui a été jouée dans le champ politique. Et oser analyser et dire que c'était pas les Russes, condamnation immédiate. C'est ça, et dans le champ médiatique des dominants. Un autre exemple, quand 1 an plus tard, il y a eu un missile qui est tombé en Pologne. Immédiatement, on a eu une montée des politiques, une montée des médias dominants pour nous pousser le soir même. Il faut se souvenir de l'espèce d'hystérie qui avait gagné les plateaux, qui voulait qu'on déclare immédiatement la guerre à la Russie avant d'avoir des confirmations. Bon, là... Je me souviens même d'officiers supérieurs qui avaient juste dit... Et il y a aussi l'option qu'un missile s'est perdu d'un côté ou de l'autre. Ça arrive quand on tire autant de missiles, éliminer le lendemain. Là, plus de télé. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas ce qu'il en est. Mais j'ai vu sortir de manière de plus en plus répétée, de plus en plus rapprochée, des affaires. Le brouillage de l'avion de von der Leyen, les drones en Pologne, le survol vers Kaliningrad par des MiG, les drones sur l'aéroport de Copenhague. Sauf que j'entends, moi, les déclarations des uns et des autres. Alors je vois bien que les médias, eux, ils y vont, voilà, comme il y a 3 ans, oui, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Je fais attention quand même. J'entends Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères françaises, qui emploie toujours exactement, notez-le, écoutez bien, toujours les mêmes éléments de langage au mot près qu'Ursula von der Leyen. Les mêmes éléments de langage. C'est saisissant. Nous ne lâcherons pas 1 centimètre carré de l'OTAN. Ça, c'était une petite incise. Mais je vous invite à faire attention, c'est stupéfiant. Donc, ces gens-là, y compris un Jean-Noël Barrot, est plus prudent. Voilà, tous ces gens-là disent, malgré tout, dans l'attente, alors, bien sûr, ils induisent le fait que ce sont les Russes, mais ils n'ont pas d'éléments concrets et factuels, alors qu'il y a encore 2-3 ans, ils y allaient, et quand bien même les faits allaient montrer l'inverse par la suite. Donc, on est dans ce moment où la Russie sert à souder les uns et les autres. Quelle est la réalité de ce qui se passe? Moi, j'ai pas d'éléments, ni dans un sens, ni dans l'autre pour le dire. Je suis pas compétent en la matière. Mais par contre,
Je vois la manière dont les dirigeants se saisissent de cela. Et ça, c'est déjà un élément d'analyse politique puis, quand qu'on on doit sait pas, forcément il y a placer toujours pour le leur envoyer. Et puis quand on sait pas, il y a toujours la méthode de se demander à qui profite le crime. Toujours. C'est toujours assez efficace. Toujours. Donc voilà, je crois que c'est ça, la fin de quinquennat qui se projette, puisqu'on est parti de la politique française. Et l'autre question qu'on devrait se poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui serait attendu? Parce que pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui se gagne. On disait tout à l'heure qu'on est sur une journée de mobilisation syndicale. J'ai expliqué pourquoi. Qui est plus faible que celle du 18 déjà. Qui est sans doute deux fois plus faible que celle du 18. On dirait une sorte de coopération des syndicats avec Emmanuel Macron, parce que ça ressemble aux grèves perlées qui a en fait tué le mouvement, entre autres pour les retraites. Mais cette méthode de faire une grève toutes les semaines comme ça, à part épuiser le travailleur et le corps social, je ne vois pas très bien quelle pression ça met sur le gouvernement, où Macron n'a visiblement aucune. On refait des journées saute-mouton, dont on sait très bien qu'elles ne marchent pas. Et justement, on ne tire pas les enseignements de ce qui a marché ou de ce qui n'a pas marché, et on ne change pas les méthodes, les stratégies de combat, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Pire, on est en train de prendre des vessies pour des lanternes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai vu passer un tract de l'intersyndicale qui dit que la journée du 18 a déjà remporté une grande victoire, qui est celle d'avoir fait tomber les 2 jours fériés que Bayrou envisageait de faire travailler aux salariés de ce pays. Mais bon, d'abord, c'est une victoire d'avoir fait tomber un truc qui n'était pas encore passé, qui n'avait pas été encore acté. Bon, ça, à la rigueur, allez, s'ils veulent. Mais moi, je suis convaincu en réalité que c'est pas la puissance là de la mobilisation syndicale qui a gagné, c'est le blocage politique qui a obligé à l'époque Bayrou puis le Cornu derrière à reculer sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une erreur de diagnostic dans ce qu'est le terrain d'affrontement de la période. Mais quand on dit ça, alors les syndicats se croient beaucoup plus puissants que ce qu'ils sont réellement, ils projettent de remettre une deuxième journée de mobilisation après le 18 septembre, et comme tu viens de le dire, elle fait moitié moins que ce qu'il y avait la première fois. Mais si on fait ça, c'est que les leçons n'ont pas été tirées. Je prends un deuxième exemple. Les syndicats, après le mouvement contre les retraites de 2019-2020, qui avait été un mouvement extrêmement puissant, ont considéré que la réforme des retraites qui avait été abandonnée, qui avait été mise sur le côté en juin 2020, procédait de leur victoire, du fait qu'ils avaient réussi à se mobiliser en décembre et plus modestement en janvier 2020. Mais en réalité, ce qui avait tué cette réforme à l'époque, ce qui l'avait gelé, c'était le Covid. C'était le Covid. Parce que le gouvernement s'apprêtait, en mars 2020, à faire passer sa réforme des retraites. Et donc les syndicats ont dit « Ah ben voyez, on est puissant, on a réussi à bloquer la réforme des retraites. » Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu venir le coup en 2023, quand Macron est revenu à la charge avec sa réforme des retraites, et que les syndicats ont été emportés parce qu'ils avaient fait une mauvaise erreur de diagnostic sur le combat qu'ils avaient mené la fois d'avant. Ben là, on a à nouveau une mauvaise erreur de diagnostic de la part des syndicats. Moi, j'avais écrit ce petit bouquin là, sur la mobilisation contre la réforme des retraites de 2019-2020, en essayant de comprendre justement pourquoi je trouvais que elle n'avait pas gagné, alors que ça avait été une mobilisation puissante. Ouais. Mais il y a quand même des enseignements aujourd'hui à tirer. C'est-à-dire que quand on construit, tu disais le 18 septembre, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu plus d'1 million de personnes dans la rue selon la CGT, et plus de 800 000 selon 1,5 million je crois selon la CGT, et plus de 800 000 selon le gouvernement. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde qui s'est mobilisé. Et pour autant, on n'est pas capable d'embrayer derrière. Autrement dit, le soufflet retombe. Tirons des leçons de ce qui a marché par le passé. C'est-à-dire qu'une mobilisation, ça se construit et elle est censée monter progressivement. Moi, j'avais jeté un coup d'œil dans ce petit bouquin. Ce que je regardais, c'est que pour l'installation du mouvement, 2,2 millions de manifestants avaient été atteints en 1995, le 12 décembre, lors de la 6e journée de mobilisation. En 2010, contre la réforme Sarkozy, à l'époque, il y avait 3,5 millions de manifestants qui avaient été atteints le 12 octobre, alors que le mouvement avait commencé au printemps. Et alors que maintenant, on a des intersyndicales qui veulent faire des one-shot, en fait, des un gros coup, et en se disant, voilà, on verra bien ce qui se passe derrière.
Mais non, ça se construit. On construit la montée en puissance. La preuve en est, là, 18 septembre, beaucoup de monde dans la rue, 2 fois moins 10 jours après. Le deuxième élément de réflexion que j'apporte, ça fait pas plaisir ce que je suis en train de dire pour les gens qui, comme moi, croient à la puissance du mouvement social et à sa nécessité pour faire marcher les choses. Mais à un moment donné, il faut regarder les choses en face pour voir comment on le fait évoluer, pour retourner vers des victoires, parce que, excusez-moi, mais moi, ça fait quand même un paquet d'années que par mes mobilisations dans le secteur social, je vais de défaite en défaite. Donc, deuxième élément que j'apporte à la réflexion collective, la durée pour l'emporter. Ça sert à rien de faire durer un mouvement éternellement. En 1968, ça a été gagné au bout de 4 semaines. En 1995, ça a été gagné au bout de 3 semaines. Même les Gilets jaunes l'ont emporté. La victoire qu'il y a eu, c'est-à-dire le fait que Macron a été obligé de lâcher plus de 10 milliards d'euros, victoire partielle, je suis bien d'accord, mais à l'acte 4, souvenez-vous, c'est au lendemain de l'acte 4 des Gilets jaunes que le gouvernement lâche. Donc la question de la durée est aussi une question importante. Le but n'est pas d'installer un truc ad vitam aeternam, comme ça avait été fait par exemple lors de la mobilisation de 2019-2020 ou lors de la mobilisation des retraites de 2023, toutes les deux ayant abouti à un échec. Dernier élément de réflexion, mais ça c'est beaucoup plus compliqué parce que ça nous pose la question du lien au travail des salariés. J'avais noté à l'époque de ce petit bouquin qu'en 68, il y avait eu 100 millions de journées de grève. Il y avait 7 millions de Français qui avaient fait grève, en moyenne 14 jours chacun. Lors du mouvement de 95, il y a eu 5 millions en tout de journées de grève. Lors de l'année 2019-2020, pour ce mouvement contre les retraites, on a à peine atteint 1 million de journées de grève. Comme quoi, il y a la question de la mobilisation, il y a la question de la grève, mais on a des réflexions à avoir là-dessus par rapport au gouvernement. Ce dernier constat est intéressant de ta part, parce que ça montre bien qu'une vraie grève, ça apporte des résultats. Bien sûr. Et d'ailleurs, aux États-Unis, où ils ont été les premiers à domestiquer leurs syndicats, comme c'est le cas maintenant en Europe, ils se sont retrouvés avec des grèves sauvages, en très grand nombre, et ce sont des grèves lourdes et dures, dont personne évidemment ne parle ici, un peu spontanées, auto-organisées, en particulier dans les petits boulots, les salaires les moins bien payés, pour obtenir le 15 $ de l'heure, et ils l'ont obtenu. Et ils l'ont obtenu avec un nombre de jours de grève tellement massif que, à un moment donné, le gouvernement Biden a craqué. Bon, on va payer 15 $, parce que c'est pas tenable. Donc peut-être que les syndicats des jours de grève avec une large assiette de gens qui le font. Voilà. Parce que si on les tire uniquement dans la longueur, quand tu es en train de parler de l'international, le grand exemple de la réforme des grèves qui ont duré dans le temps et qui ont été un échec et qui ont servi derrière à démanteler le mouvement syndical en Angleterre, mais pas seulement, c'est 84-85, la grève des mineurs de Thatcher, de la même manière que j'expliquais que le mouvement de 2010 à l'époque de Sarkozy, et déjà sur les retraites, avait été un mouvement qui s'était étalé sur plus de 6 mois. Pour finir, puisqu'on est sur la France, il y en a quand même deux qui, on a vu ces derniers temps, affûtent leur couteau de manière, en tout cas, intellectuellement et verbalement, c'est Mélenchon et Marine Le Pen. Alors, Mélenchon est sorti, fait une vidéo qui m'a un peu surprise, parce qu'il a parlé de révolution. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Bon, c'était juste avant qu'on se voit, hier, je crois. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il a tenu un discours, mais c'est un discours qui tenait vraiment en privé, il y a une dizaine d'années, en voyant des militaires. Et il leur disait, écoutez, la situation est catastrophique, les militaires concédaient que la situation est catastrophique en France, et que ça va plutôt vers une forme de gouffre, quel qu'il soit. Et il disait, il va falloir trouver les moyens de sortir de la crise. Moi, j'ai les 2 pieds à 2 endroits différents. J'ai le pied dans l'institutionnel, j'étais sénateur, député, ministre pendant 30 ans, mais j'ai aussi un pied dans la révolution. Et c'est ce qu'il a dit hier. Bon, ça m'a un peu surpris, mais sauf que ce qu'il a dit publiquement. Il utilisait le terme révolution. Et pas la révolution avec un adjectif, révolution. Bon. Et l'autre, c'est Marine Le Pen qui est passée dans un grand média, il me semble que c'était France 2. Elle a fait France 2 et elle a fait une émission, un discours sur LCI aussi, je crois, assez long. Et puis elle a fait son discours lors de la rentrée parlementaire à Bordeaux. Je crois que c'est les 3 temps forts de Marine Le Pen. 3 temps forts où, en fait, elle a l'air de reprendre le contrôle de son parti, le Rassemblement national, de cornaquer un peu
Bardella qui a l'air de vouloir partir de son côté, et elle parle, non, c'est pas gauche-droite, c'est la France. Ah, elle a montré qu'il était encore en couche-culotte, quoi. Non, mais... Dis-moi, dis-nous pourquoi. Non, mais pas... Enfin, on a vu la reprise en main du Rassemblement Peut-être qu'on fera national. une vignette avec Bardella en couche-culotte, ce sera drôle, ça. Oui, mais c'est intéressant de regarder ce qui se passe au Rassemblement national, parce que c'est facile de dire qu'il y a une montée inexorable de ce parti, et que c'est tous les mêmes affreux, etc. Sauf qu'il faut regarder dans le détail quand même. Il y a toujours eu beaucoup de courants au sein de l'extrême droite, qui se sont toujours affrontés. Il y a toujours eu une question de leadership au sein de l'extrême droite, et désormais au sein, non plus du Front National, mais du Rassemblement national. Juste un aparté, c'est tellement vrai, il y a tellement des courants qui se détestent, au point les plus cinglés vont s'affronter aussi bien dans la guerre de Yougoslavie, certains du côté serbe, d'autres du côté croate, ou en Ukraine, certains du côté ukrainien, certains du côté russe. C'est pour dire à quel on est très très loin du PS en termes de guerre de courants, on se tire dessus quand même. Bien sûr. Et donc, on voit bien la tentation qui est celle de toute une partie du Rassemblement national, mais des satellites ou des partis qui sont autour du Rassemblement national, d'aller vers une stratégie d'union des droites. Voilà, on en avait eu l'exemple à la dernière élection présidentielle, on avait eu le premier schisme entre Marion Maréchal et Marine Le Pen sur le sujet, et le fait que Madame Le Pen soit potentiellement incapacitée pour l'élection présidentielle à venir, fait que le passage de témoins déclaré par certains, par avance, tous ceux qui disent non, mais c'est réglé la question de Le Pen. Moi, excusez-moi, moi je pense que c'est pas encore réglé. Moi je pense qu'en politique, tout est une question de rapport de force, et que le Conseil constitutionnel, le cas échéant, sera lui aussi soumis à un rapport de force vis-à-vis de l'opinion et vis-à-vis du pays. Donc moi, je ne pense pas que la question soit encore définitivement tranchée. Mais en tout cas, on a vu plein de gens se précipiter pour dire qu'elle était tranchée, que ça y est, Le Pen s'était passé par pertes et profits, et que c'était Bardella qui était en place. Et lui, il s'est senti pousser des ailes. Et il s'est senti pousser des ailes sur la ligne qui est la plus facile, celle dont il pense qu'elle est le meilleur raccourci et le plus gage de sécurité, en réalité. Parce que c'est ça qu'il recherche, qui est la ligne d'union des droites. Voilà. Sauf que Le Pen, passé la claque, elle s'est remise un peu sur pied, et puis surtout, elle a repris le parti de manière extrêmement sévère. Elle a remis Bardella à sa place, comme celui qui est uniquement à la tête du parti et qui lui succédera, si elle ne peut pas y aller, ou qui lui succédera quand elle daignera lui laisser la place. Et je trouve que la reprise en main est extrêmement forte, extrêmement puissante, mais elle laisse des traces. Il faut bien imaginer. Moi, je suis un observateur extérieur de ce qui se passe au Rassemblement national, mais imaginez les militants, les cadres, les électeurs, tous ceux qui sont qui voient le spectacle qui est donné, qui savent pas où tout cela va atterrir, qui savent pas comment se positionner, et qui se disent aussi, là je parle des électeurs, que c'est pas indépendant pour eux, que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Bardella. C'est pas indépendant pour eux, à la fois, bien sûr, pour des questions de ligne politique, parce que certains veulent pas faire l'union des droites et veulent pas faire le RPR radicalisé, voilà. Et puis, c'est pas indépendant pour eux, parce que c'est pas le même personnage, voilà. Parce que certains ne se reconnaissent pas en Monsieur Bardella, et parce que d'autres se reconnaissent beaucoup en Madame Le Pen. Je crois que ce serait une erreur de ne pas voir à quel point il y a une partie des électeurs qui se reconnaissent en Madame Le Pen. Voilà. Je dis pas ça pour la valoriser, en la personne. Parce qu'à un moment donné, la politique, c'est une affaire d'affect. Donc on doit aussi, si on veut combattre les choses, on doit en être conscient. Voilà. Et donc, il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Et le fait de jouer sur la contradiction interne qu'il y a au Rassemblement national devrait faire partie des tâches politiques aujourd'hui de tous ceux qui prétendent combattre le Rassemblement national. Il faut mettre ça en exergue, il faut le montrer, il faut montrer toutes ces contradictions. Ah oui, et taper le coin. Bien sûr, il faut enfoncer un coin, et j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup fait. Et pour ce que tu disais sur Jean-Luc Mélenchon, alors, c'est un vrai débat, ça a toujours été un vrai débat chez Mélenchon, tu le notais. C'était la question de quelle est la part aussi de l'institutionnel là-dedans, quelle est la part du mouvement populaire et quelle est la part du poids institutionnel. C'est une question qui en réalité est au départ et à la source
du premier schisme de la France insoumise, celui de 2018, dont certains ont été victimes, qui est qu'en réalité, après l'élection, je ne sais pas de qui je suis en train de parler, mais après l'élection de 2017, le mouvement s'est totalement institutionnalisé en réalité, et a refusé de marcher sur ses deux jambes avec une dimension institutionnelle et une dimension partidaire, mouvementiste, populaire, qui aurait pratiqué du dégagisme. Donc Mélenchon revient un peu à ça. Mais je dois dire que j'ai des doutes, moi, aujourd'hui, sur cette stratégie. Non pas sur la nécessité et le besoin du dégagisme. Voilà. Je continue à penser que l'élection dégagiste est l'élection de 2017, mais que 2017 n'a pas purgé tout ce qu'il fallait purger en la matière, et que donc, les Gilets jaunes l'ont prouvé, mais tout le prouve depuis, il y a encore une aspiration à faire table rase un peu, et à se débarrasser de tous les oripeaux de la vieille politique. Ça continue à exister dans notre société. Mais le Covid est passé par là, et c'est pas rien. Ça a changé le rapport des gens à la chose publique. Autrement dit, ils sont beaucoup moins prêts aux grands sauts dans le vide, comme ça pouvait être le cas au moment des Gilets jaunes, par exemple. Ils sont beaucoup moins prêts à le faire aujourd'hui qu'hier. Ils sont repartis sur ce qu'avec une amie commune, Charlotte Girard, on appelait c'est elle qui l'avait désigné comme ça, des solidarités repliées. Voilà. Donc leur implication dans l'espace public est plus la même, elle se fait plus à grande échelle, mais ils pensent qu'il faut aussi se protéger sur des bulles plus petites qui les enserrent. Et tout ça change la nature du dégagisme. Je crois que le dégagisme, c'est comme un volcan. Et il y a deux types de volcans. Il y a les volcans explosifs. Voilà. Pouf, d'un coup le bouchon saute, t'as les pierres, t'as la nuée ardente qui monte, etc. Ça, c'était un peu 2017. C'était ça l'état d'esprit. Je crois que c'est la fin de la décennie précédente, c'est celle-là. Le volcan était un volcan éruptif. Et puis il y a les volcans effusifs. C'est-à-dire que le volcan aussi, il rentre en éruption, mais t'as la lave, t'as la poussée magmatique qui s'écoule. Elle s'écoule lentement, elle est inarrêtable, et elle est puissante et continue. Voilà. Moi, je crois qu'on est dans ce moment-là. Ce que tu décris, mais j'ai pas vu l'interview de Mélenchon, me fait penser que il est encore dans une vision qui est celle de 2017, de la fin de la décennie précédente. Moi, je crois qu'on est dans quelque chose qui est différent. Ça veut dire que ce dégagisme va devoir être capté par quelqu'un. Mais il va falloir le faire sous une autre forme que ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je crois, pour mettre ensemble deux mots qui sont pas censés aller ensemble, mais qu'il va falloir mettre ensemble, c'est qu'on a besoin d'une forme de radicalité consensuelle, ou d'un consensus de radicalité, si tu préfères. Voilà. Je crois qu'on a besoin d'aller vers ça. C'est quelque chose qu'il va falloir construire. Ça fait partie de la nouvelle offre politique dont on a besoin, parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Le volcan éruptif, on l'a. C'est Mélenchon. C'est potentiellement Le Pen. Mais est-ce que c'est ça qu'attendent les Français, ou est-ce qu'ils veulent vraiment rester dans ces niches-là, dans ces explosions-là, qui font qu'on maintient des socles électoraux, ou est-ce qu'ils veulent rentrer dans autre chose? Ben ça, c'est un peu à nous de le dire, et c'est un peu la nature de la carte politique qui va nous le dire. Parce que à partir du moment où moi je considère que la carte politique, que l'offre politique est le problème, ça fait que nous autres, en tant que citoyens, on est des citoyens passifs, pour reprendre un terme qu'on connaît bien et qui a été à la base de bien des débats de nos courants de pensée dans les siècles passés. Le citoyen passif, tu peux le construire de différentes manières. Tu peux le construire avec le suffrage censitaire pour éviter que des gens viennent aux élections. Tu peux le construire de plein de manières. Ben, nous autres, aujourd'hui, on est réduits au statut de citoyens passifs, d'électeurs passifs, parce que la carte électorale ne nous permet pas d'exprimer notre aspiration majoritaire sur la scène publique. Voilà. Ben, il faut qu'on puisse redevenir des citoyens actifs, et pour ça, le fait de capter, de construire ce consensus de radicalité est l'une des tâches de la période. Je crois que ça conclut formidablement cette discussion. On verra quelle carte électorale va se construire. Il y a des options pour ceux qui veulent les prendre, les saisir. Donc, merci François encore de nous avoir reçus pour ce deuxième épisode de La Lumière au bout du tunnel. Donc ça, on le rappelle, c'était au grand-père qui était cheminot. Résistant. Cheminot résistant. Et voilà, vous avez un bel objet d'un temps ancien.
J'espère que les résistances populaires ne sont pas d'un temps ancien, et que ça reviendra. Ça reviendra forcément. En tout cas, merci d'avoir suivi cette discussion. N'oubliez pas de liker si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner sur YouTube, mais aussi sur Instagram, TikTok, Telegram. Ça nous aide à rester indépendants. Et même si vous êtes déjà abonné quelque part, ça coûte pas grand-chose. Également, allez voir notre site fpop.media, fpop.media. C'est le portail qu'on a ouvert il y a 3 semaines avec des articles, des analyses qui sont différentes de ce que vous pouvez voir ailleurs. Et pour ceux qui le peuvent, aussi bien sur Fpop qui est gratuit, il y a juste à laisser un email qui est gratuit, sans publicité, ou que ce soit sur cette chaîne, vous pouvez, en bas de la vidéo, nous soutenir, que ce soit sur notre compte Tipeee ou sur notre page Stripe. De la même manière, sur la chaîne Fpop, vous pouvez, si vous avez la possibilité, pour la modique somme de 2 € par mois, plus pour ceux qui en ont les moyens, et de nous soutenir, parce que tout ça n'est pas gratuit. Ça demande du temps, de l'énergie, et si vous trouvez que ce que nous faisons sert l'intérêt collectif, n'hésitez pas à nous aider de votre côté. Merci à tous, et à très bientôt.